Cette semaine, nous avons un replay du format GOAT. Plus précisément, nous aurons un replay d'un deck Panda Burn. Donc le deck Burn, qui est considéré par certains joueurs de GOAT comme tier 1, et est aussi n'est pas apprécié par une partie de la communauté, parce qu'il ne joue pas un game plan traditionnel. Il ne joue pas autour de la bataille d'attrition pour le quart d'avantage, et il se concentre d'aller directement sur les points de vie du joueur en face. Mais le fait que ce soit aussi que ce soit, on va dire, aussi divergent, c'est justement quelque chose sur lequel on peut apprendre. Ce deck, donc, il montre une stratégie qui est particulière au sein de Yu-Gi-Oh! C'est le fait d'échanger des cartes, d'échanger nos cartes contre les points de vie de l'adversaire. Donc nous perdrons naturellement nos cartes, mais ce qui importe le plus dans ce deck-là, c'est que de mettre les points de vie à 0. Et donc le deck joue une guerre d'attrition, plutôt je devrais dire une course contre la montre, où il veut mettre les points de vie de l'adversaire à 0 avant que lui n'arrive en cours de ressources. Et c'est un game plan qu'on peut revoir de manière un peu plus nuancée dans des decks plus traditionnels. Donc pour moi qui connais Edison, je pourrais surtout dire Blackwing, je pourrais dire les plantes aussi. Ils ont cette mécanique d'échanger des cartes contre les points de vie adverses. Et même des decks plus contrôle peuvent se retrouver à jouer cette stratégie d'échanger des cartes contre les points de vie adverses, quand ils se retrouvent face à des decks qui ont plus de puissance, en fin de partie qu'eux, eh bien ces decks-là doivent jouer autour des points de vie, ils veulent tuer le plus vite possible. Et pour cela, donc, ils seront prêts à sacrifier, on va dire, un petit soldat, là, l'envoyer et attaquer directement les points de vie, mettre 1400 points de dégâts, en sachant qu'au prochain tour, cela se fera détruire par le deck adverse, par les monstres adverses, mais l'objectif était surtout de réduire les points de vie adverses afin de créer une opportunité de kill au tour suivant. Donc, cette stratégie d'échanger les cartes contre les points de vie adverses, là est bien visible. Lors de la première partie, vous aviez vu la tornade géante qui avait été utilisée en combinaison avec la Lily fait des piqûres. Donc Lily fait des piqûres qui n'avait pas été utilisée pour attaquer un monstre qui que ce soit. Elle a été utilisée pour attaquer les points de vie. Donc la tornade géante, elle, c'était un -1 en termes de ressources. On perd une carte, l'adversaire n'en a perdu aucune. Mais ça a donné l'opportunité à, au deck au deck Burn de mettre 3000 dégâts. Donc presque la moitié des points de vie adverses. Là, on est sur la deuxième partie, et on pourra voir les failles du deck Burn. Donc, le joueur en face, il arrive à agressivement forcer les ressources de l'adversaire. Donc, il a forcé là tout ce qui était tous les pièges, et l'adversaire se retrouve désormais avec beaucoup de cartes qui ne sont pas exceptionnelles toutes seules. Donc, reprenons la tornade géante, bah pour le coup, elle ne va rien faire toute seule. Le panda, lui, il est très bien quand il est combiné avec les Ojama, mais en dehors de ça, il ne fera pas plus que ça. Et donc là, il va être tué au prochain tour. Donc le joueur en face qui arrivait à forcer les cartes adverses pour empêcher l'adversaire de comboter. Et donc là, par exemple, un encore meilleur exemple, le trio Jama qui se retrouve actuellement tout seul et qui fait légitimement rien du tout. En face, le joueur de Goat Control qui a 4 monstres sur le terrain, ce qui est aussi une bonne piste, qui est une bonne chose pour éviter pour éviter les trios Jama. Comment est-ce qu'il va réussir? Donc là, le joueur de Burn avait mis sa Morphojar en tant que dernière chance. Donc Morphojar, qui est justement une carte très courante dans toutes ces stratégies de,
jouer, d'échanger les cartes contre les points de vie adverses, parce que ça permet justement de se relancer dans la course. Le fait que l'adversaire gagne des cartes n'est pas très important, puisqu'il n'a pas gagné de points de vie en retour. Par contre, vous les avez gagnés. Mais le Zaborg détruit le Morphojar, et l'adversaire, maintenant, il avait un tour pour répondre, mais il n'avait pas grand-chose dans le deck qui permettait de gérer ce genre de situation. Troisième partie. Donc, là, on retrouve les fameuses cartes qui sont combinées ensemble. Donc le Ojama Trio, Just Desert, qui, donc, en début de partie, sont effectivement fortes parce qu'on a encore l'entièreté de nos ressources. Le Tornade géante qui va être utilisé pour forcer le Panda et mettre donc 2800 sur cela, et avec un Just Desert qui pourra passer ensuite pour 1500. Hmm. En ce qui concerne le Gravity Bind qui est lâché après le Just Desert, il ne voulait pas donner l'opportunité de sortir un Violent Orage, ou un Mobius aussi, effectivement. Le joueur de God Control qui réussit à restabiliser dans la partie, il réussit à libérer le terrain adverse, et maintenant le joueur de Burn n'a plus que 3 cartes, mais il n'a plus maintenant que 1800. Et donc ça, c'est une situation assez critique où il pourra pas se permettre beaucoup de choses. Il décide de laisser passer l'attaque, il n'a probablement pas de quoi taper les dégâts, pas de quoi empêcher l'injection de Ferileli, et il se retrouve désormais avec le terrain qui est complètement plein. Les jetons Ojama ne pouvant pas être sacrifiés pour invocation sacrifice, cela fait que il est maintenant bloqué. Et là, on le voit qui est obligé d'activer la force de miroir. Donc, on peut bien noter cette condition critique en tant qu'adversaire de Burn, le fait de jouer autour de ces 3 Ojama. Donc, il faut bien faire attention quand nous arrivons à 2 monstres sur le terrain, parce que on peut se retrouver bloqué avec les 3. Donc, si un des 2 monstres est par exemple Genovirus, qui lui nous débarrassera des trio Ojama, dans ce cas-là, c'est bien. Mais sinon, il faut faire attention sur quel monstre on retire. Et maintenant, l'adversaire qui est Sheik et Mad, donc qui n'arrivait pas à percer la défense adverse. Un dernier point que je voulais aussi noter pour l'adversaire. Donc, affronter ce genre de stratégie, il faut bien prendre en compte que la notion de carte d'avantage donc change pour l'adversaire et par conséquent change aussi pour vous. Donc, si vous avez des opportunités, par exemple, vous avez le choix entre utiliser l'armure de Sakuretsu sur une Lily fait des piqûres et perdre la Sakuretsu tout de suite, ou prendre le coup direct de Lily fait des piqûres et ensuite invoquer un monarque ou invoquer un n'importe quelle bête qui permet de détruire gratuitement la Lily fait des piqûres, eh bien, dans un gameplay normal, généralement, on préférera prendre le coup, en partant du principe que le seul point de vie qui compte, c'est le dernier, et on va s'économiser la ressource de l'armure de Sakuretsu contre des decks tels que les Burn et ces decks qui trade leurs cartes pour les points de vie. Dans ce cas-là, il faut bien réfléchir. Est-ce que je suis prêt à prendre ce coup-là? Et peut-être que dans certains cas, on préférera perdre l'armure de Sakuretsu pour se sauvegarder ses points de vie, ne pas garder une armure de Sakuretsu pour protéger ses propres monstres, mais bien pour protéger ses points de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plus, et vous aura aussi donné un peu une petite curiosité pour regarder le format GOAT de plus près. Pour rappel, le plus gros tournoi GOAT de 2026 en France, donc arrive en mai. Ce sera le Grand Prix
GOAT Grand Prix pardon, de Paris. Et donc ce sera le 10 mai. J'y serai là pour staffer. Et j'espère pour vous y voir. J'espère que la communauté profitera de cet événement de gros tournois sur Paris. En attendant, je vous invite à vous abonner. Il y aura quelques vidéos GOAT qui reviendront de temps en temps. Si cela vous a plu, mettez un pouce vert et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo de Duel Rétro.